Bonjour à toutes et à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons apporter quelques éléments pour optimiser notre prise en charge de personnes souffrant de syndrome post-traumatique dans la pratique kiné. Je vais tenter de vous synthétiser au mieux les conclusions tirées après un entretien avec Madame Rost, psychologue spécialisée dans les traumas. Mais avant de parler de gestion clinique, il nous faut détailler rapidement quelques éléments théoriques sur la pathologie. À l'origine, le terme trauma nous vient du grec, où il désignait une atteinte purement physiologique. Ce n'est qu'au XXe siècle que le neurologue connu Sigmund Freud lui a donné une dimension psychologique. Pour lui, le trauma est un événement violent qui vient bousculer l'intégrité d'un individu, produisant ainsi un dommage durable. Le psychiatre français Louis Cros lui décrit plus en détail les circonstances de l'événement traumatique. C'est un événement exceptionnel, violent et menaçant pour la vie et le bien de l'intégrité physique d'un individu. Cet événement est vécu dans l'effroi, l'horreur et le sentiment d'impuissance en l'absence de secours. Ainsi décrit, le trauma semble être par essence dû à un événement ponctuel. Or, la réalité est malheureusement plus complexe. La typologie des différentes formes de trauma est encore assez récente. En 1991, Lee Norther, une psychiatre américaine, publie une classification à deux items, encore fortement utilisée aujourd'hui. Les traumas dits de type 1 sont dus à un événement unique ou relativement court. C'était par exemple les agressions, les viols, les accidents, les incendies. Les traumas de type 2, eux, sont dus à un événement répété, présent constamment ou menaçant constamment de se reproduire, sur une période assez longue. On peut citer comme exemple les négligences ou les violences intrafamiliales, les abus sexuels, les états de guerre, etc. Plus rare, on peut parler dans certaines typologies du trauma de type 3. Il est introduit plus tard par Elda Solon pour caractériser plus spécifiquement le traumatisme touchant des individus dans la petite enfance. Aujourd'hui, les professionnels préfèrent parler de trauma dit simple ou complexe, même si cette terminologie est en fait assez discutée. Nous allons voir maintenant pourquoi est-ce que dans ce projet, nous sommes principalement orientés sur les traumas d'origine sexuelle. Déjà, simplement parce que c'est une des agressions les plus courantes. En effet, en 2016, une femme sur cinq déclarait avoir été la victime d'une agression sexuelle. Ce chiffre s'élève à 1 sur 13 pour les hommes, sur les chiffres de l'OMS, prélevés en 2016. Or, ces chiffres sont probablement encore largement sous-estimés. Cela dû au contexte socio-culturel ambiant. Même si, progressivement, et heureusement, on voit apparaître une libération de la parole. Au-delà de ça, le trauma, surtout féminin, est souvent confondu au diagnostic avec d'autres troubles, comme les troubles neurodéveloppementaux, TND, comme le TDA ou le TSA. Enfin, dans notre domaine, la kinésithérapie, on voit souvent des situations de corps à corps pouvant heurter l'intimité du patient et entraîner des réactivations. Nous allons développer rapidement ce point. C'est en effet un symptôme courant du syndrome post-traumatique. Reprenons la chronologie. Face à un danger, l'amygdale, dans le cerveau, produit normalement des hormones permettant la fuite ou la lutte. Cette production est limitée par le cortex préfrontal et l'hippocampe, tous deux responsables respectivement de la rationalisation et de la mémoire entre autres. Lorsque la personne vit une situation traumatique, ce système de régulation n'est plus suffisant pour calmer l'amygdale. Afin d'éviter des taux létals d'hormones, le corps disjoncte en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle cliniquement la sidération. Ainsi, le souvenir traumatique n'est plus relié à une information spatiale ou temporelle. Et il peut en quelque sorte ressurgir dans certaines occasions. Ces souvenirs peuvent contenir une dimension sensorielle, qui donne réellement l'impression au sujet de revivre l'instant traumatique. Ce manque d'intériorisation peut même se manifester par une dissociation. Pour le sujet, cet incident dramatique qui lui est arrivé est en quelque sorte arrivé à quelqu'un d'autre. Au-delà de ces notions, il faut garder en tête la notion syndromique. En effet, les symptômes sont très divers et dépendent énormément de l'individu. On peut par exemple trouver des troubles anxieux, des troubles du sommeil, de l'humeur, ou des difficultés de concentration, mais la liste est longue. En plus de réactiver, voire d'empirer le symptôme d'un individu, une mauvaise pratique, notamment en kiné, peut provoquer une rupture de l'alliance thérapeutique, un arrêt des soins, voire même une phobie médicale chez certaines personnes. La question qui se pose maintenant est donc comment pouvons-nous
en tant que futur kiné, optimiser notre prise en charge de ces personnes souffrant ou ayant souffert de syndrome post-traumatique. Déjà, lors de l'anamnèse, l'entretien clinique, si un patient semble atteint ou présente des signes d'une atteinte traumatique, il ne faut pas spontanément, comme on pourrait avoir le réflexe de le faire, lui demander de raconter. Cela risquerait en réalité d'entraîner une réaction de réactivation comme nous l'avons décrit plus tôt. Il est en réalité préférable de laisser des opportunités disparates à l'individu pour, s'il le souhaite, partager ce qu'il jugera nécessaire. Pour cela, il faut adopter autant que possible une attitude sécurisante et intéressée, en laissant un maximum de place à la personne pour s'exprimer, et si possible, en la relançant avec des questions ouvertes. Lors de la séance kiné en elle-même, il faut porter une attention toute particulière à l'intimité du patient, de sorte à ne pas imposer une unité superflue. Si le sujet semble réticent, il pourra bien sûr garder ses vêtements. Un travail obstrué vaut mieux qu'un abandon total des soins. Pour se changer, il est intéressant de proposer un environnement individuel, fermé, en dehors de la zone de travail. Cela installe une différence tacite entre le monde extérieur et le cabinet. Une attention particulière doit être portée à la prise de contact. L'idée reçue qui veut qu'il ne faut jamais ôter la main du patient est en réalité désuète. Il est plus intéressant de toujours prévenir son geste. Le consentement aux soins ne peut être établi que via un jeu de dialogue. Le kinésithérapeute prévient ses actions, ce qu'on appelle le feed-forward, et le patient donne son retour, feedback. Ainsi, on peut déterminer à l'avance si certains de nos gestes sont susceptibles de provoquer une gêne ou s'il y a des zones à ne surtout pas approcher. Mais le plus important des conseils à retenir, c'est de savoir réorienter. Si un sujet présente des signes traumatiques, il faut l'orienter vers un bon service, potentiellement à l'hôpital ou vers un psychologue libéral, si possible spécialisé dans le traitement des traumas ou en EMDR. Il existe également des numéros d'écoute gratuits que l'on peut retrouver, notamment sur le site Psycom, et qui sont spécialisés dans chaque atteinte, psychique ou non. Si un patient présente des signes de maltraitance ou si on suspecte une maltraitance, il faut contacter les autorités, notamment si le patient présente un risque imminent pour sa survie. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo introductive. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous renseigner davantage. Il existe de nombreux papiers qui pourraient vous permettre d'approfondir les sujets que nous avons simplement effleurés aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez dès à présent laisser un commentaire sur le même sondage ou laisser vos témoignages. Bonne journée, bonne continuation.